Je suis pharmacien de formation. Depuis bientôt 3 ans, j'ai rejoint Newfund, donc un fonds de VC franco-américain. Comment on passe de la pharmacie au VC? J'ai fait un passage à la BPI. J'aimais bien le côté impact et faire un job qui avait du sens. Tu te dis, moi aussi, je vais lancer mon entreprise. J'ai, je sais plus, 15 heures de cours à l'EM ou quelque chose comme ça. C'est pas ça qui va m'occuper non plus toute ma journée. Je me suis dit, la meilleure façon en fait d'apprendre, c'est de lancer quelque chose. On a lancé un organisme de formation pour accompagner les pharmaciens à se former à la RSE. Chez Newfund, tu es dans un fonds qui s'appelle ECA, Brain Tech, donc tout ce qui tourne autour du cerveau. Pourquoi vous avez choisi cette verticale? Aujourd'hui, c'est 40% de la population qui va être touchée par une maladie psychiatrique ou neurologique. En fait, on arrive à un momentum qui est assez exceptionnel où on a toutes les pièces pour mieux comprendre le cerveau. Est-ce qu'on va finir par être immortel? Est-ce que la science va dans ce sens? Il y a Brian Johnson qui a beaucoup popularisé tout ce sujet, mais il y a aussi des solutions qui sont hyper pragmatiques. La maladie d'Alzheimer ou de Parkinson. Maintenant, il y a un médicament qui est sur le marché. Est-ce que là-dedans, il y a des choses qui te font peur? Toutes les solutions qui vont faire le choix de pas se conformer à ces réglementations parce qu'elles n'ont pas le niveau de preuve qui est attendu, ça peut être plus dangereux. Est-ce qu'à un moment donné, on ne doit pas remettre en question notre mode de vie? Un chercheur présentait que l'impact du lieu de vie, urbain versus rural, allait avoir un impact plus fort sur la survenue de la schizophrénie comparé à le volet génétique, par exemple. Donc en ville, il y a une proportion de personnes atteintes de schizophrénie qui est extrêmement élevée comparée au côté rural. Est-ce que du coup, avec la connaissance du cerveau humain, on peut imaginer qu'un jour, on analyse le cerveau d'un entrepreneur et que ça puisse rassurer un investisseur sur le fait d'investir dans le projet? Analyser le cerveau, je sais pas jusqu'où. Honnêtement, je sais pas s'il serait d'accord surtout. Bonjour Constant, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur La Place, donc le podcast où on donne la parole aux acteurs de l'écosystème et notamment aux VC. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Salut Lee, merci à toi pour l'invitation, ça fait plaisir d'être là. Aujourd'hui, on va parler de ton parcours, on va parler du fonds pour lequel tu travailles, on va parler aussi de ton expérience et de tes expériences passées et surtout de certaines de tes expertises. Voilà, j'ai hâte d'en savoir plus. Pour ceux qui ne te connaissent pas, justement, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, présenter ton parcours académique, les différentes expériences que tu as eues? Ouais, donc moi je suis pharmacien de formation. Après je fais un passage en école de commerce où j'avais une petite aventure entrepreneuriale avec un ami de l'époque, on pourra en reparler si tu veux. Puis parce que j'étais déjà en fait intéressé par tout l'écosystème en général et je voulais plutôt utiliser mon diplôme de pharmacien un peu comme un diplôme d'ingénieur en gros, un peu un diplôme d'ingénieur généraliste en santé, en me disant que c'était des compétences de base qui me seraient utiles pour comprendre le secteur et l'appliquer plutôt au monde de l'entrepreneuriat. Et donc après, j'ai fait un passage à la BPI sur le côté accompagnement opérationnel des startups post-investissement. Donc les startups qui avaient été operating, startups qui a été donc investies par un des fonds d'investissement santé de BPI France. On les accompagnait dans leur développement pour maximiser la performance du portefeuille de BPI, tout simplement. Et après, donc là, depuis bientôt 3 ans, j'ai rejoint Newfund, donc un fonds de VC franco-américain. Très intéressant, il y a beaucoup de questions qui me viennent, mais déjà, comment on passe de la pharmacie, disons, au VC? Déjà, pourquoi tu avais commencé des études de pharmacie? Qu'est-ce qui te motivait là-dedans? Je pense que j'aimais bien les sciences en général. Mhm. En pharma, il y a beaucoup de chimie, beaucoup de physique, et moi, c'est ce qui me plaisait. Donc ça a été un peu la voie naturelle et un peu, je dirais, la voie de la facilité. J'étais aussi attiré par la santé en général. J'aimais bien le côté impact et faire un job qui avait du sens. Et après, c'est au fur et à mesure en pharma, il y a des stages obligatoires, que ce soit à l'hôpital, en officine, où c'est là où rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas forcément comme ça, en tout cas, que je voulais exercer et je voulais travailler dans la santé. Et après, je me suis un peu intéressé à tout le reste. Donc, on le sait pas trop, en fait, mais avec le métier de pharmacien, on peut faire plein de choses. Dans l'industrie pharma, il y a beaucoup de personnes aussi qui bossent dans l'industrie pharma. Moi, je me suis rendu compte qu'en tout cas, en début de carrière, ce côté gros groupe, ça m'intéressait pas trop. Je voulais plutôt me tourner vers des petites structures. Et en fait, donc moi, j'ai fait mes études à Lyon. Et à Lyon, historiquement, il y a une grosse culture, on va dire, des doubles diplômes. Il y avait un diplôme de pharmacien-ingénieur qui existait depuis très longtemps. Puis il y a eu ce diplôme de ce qu'ils appellent pharmacien-entrepreneur, donc avec un partenariat avec l'EM Lyon qui a été créé. Et puis récemment, ils ont même créé un diplôme pharmacien en collaboration avec Sciences Po. Donc ils veulent vraiment, justement, élargir la palette, en fait, de ce qu'on peut faire après pharmacie. Et donc, c'est avec cette opportunité que je permis de découvrir la possibilité de passer côté business Ok. et que j'ai rejoint donc l'EM Lyon grâce à ce partenariat qu'il y avait entre la faculté de pharma de Lyon
et l'EM Lyon. OK, donc oui, effectivement, les études de pharma, ça t'a permis d'avoir un socle de connaissances et après, voilà, tu en fais ce que tu veux, comme tu disais, en fait, comme un ingénieur, généraliste. Exactement. C'est juste que je pense que dans le grand public, on connaît moins cette vision-là de la pharma. On imagine justement le pharmacien qui est derrière son comptoir. Mais en réalité, c'est quelque chose qui se développe vraiment de plus en plus. Et justement, pendant ces études de pharma, tu as fait une thèse ou quelque chose, c'est ça? Ouais, donc, parcours, comment il s'est constitué, c'est que j'ai fait 4 années, on va dire, de socle commun, de pharmacie. Et en cinquième année, tout le monde part normalement se spécialiser ou en officine, ou en industrie, ou en hospitalier. Et moi, j'ai commencé ma spécialisation, on va dire, à l'EM Lyon. Donc, j'ai fait le programme en école en 3 ans. Et pour avoir le diplôme de docteur en pharmacie, il faut passer sa thèse. Euh, et donc j'ai fait ma thèse. Moi, c'était sur. Donc, il y a eu un changement réglementaire au niveau des dispositifs médicaux qui a été mis en place récemment. Donc, on est passé de la directive au règlement. Enfin, Mmh. bref, c'est un peu technique, mais en tout cas, ça a mis en place quelques changements à l'échelle européenne sur la mise sur le marché de dispositifs médicaux. Et donc, moi, j'avais étudié donc, ce nouveau règlement. Il mettait en place la possibilité de produire au sein des hôpitaux des dispositifs médicaux. OK. Donc, moi, c'est quelque chose qui m'a intéressé depuis le début parce que j'avais vu que ça existait, la création de dispositifs médicaux sur mesure. J'avais même eu déjà un peu une idée de boîte autour de ça, OK. de faire des orthèses fabriquées en 3D. Et donc, quand j'ai été en stage à l'hôpital, donc on a 6 mois de stage en tout obligatoire, en fait, je me suis servi d'avoir accès à l'intranet de l'hôpital pour passer des coups de téléphone à toutes les personnes qui avaient l'air d'être en lien de près ou de loin par rapport à ce sujet de l'impression 3D. En fait, j'ai contacté le service innovation. OK. J'ai su que ils avaient un projet d'impression 3D à l'hôpital. On était dans la période Covid, donc comme il y avait plein de ruptures d'approvisionnement sur plein de pièces détachées notamment, il y a eu ce besoin de créer en fait en impression 3D. Et comme il y avait ce changement réglementaire, ça arrivait au bon moment. Et donc c'est là où j'aurais proposé de faire ma thèse dessus pour voir s'ils pouvaient créer comme une petite usine de production en interne et voir comment ça pourrait être encadré, comment ça serait vu d'un point de vue à la fois réglementaire mais aussi opérationnel. Et donc aujourd'hui, c'est possible directement de créer, donc comme tu disais, des prothèses ou des orthèses, donc directement, en hôpital? C'est pas si facile, mais les pièces détachées, oui. Tout ce qui est dispositif médical aujourd'hui, c'est peu fait parce que il faut que ce soit encadré. Justement, c'est pas encore, en gros, la HS, ils sont pas encore vraiment tranchés sur la façon dont ça doit être fait. Mais en théorie, c'est possible. Et il y a des petites initiatives qui ont été faites. OK. Je compare souvent les gens qui font des thèses, avec des entrepreneurs parce que finalement, tu es aussi un petit peu, je vais dire livré à toi-même. Tu as un sujet, un objectif, mais donc ensuite, c'est à toi d'aller te dépatouiller, comme tu dis, contacter les gens et cetera. Est-ce que toi, tu l'as retrouvé après ce côté dans ton aventure entrepreneuriale? Je dirais que oui. En fait, je pense qu'il y a plusieurs façons aussi d'arriver à un sujet de thèse. Il y a des personnes où, en réalité, on arrive dans un service, en stage, et le chef de service, il a une idée très très claire dans sa tête, et en fait, c'est un peu imposé. Moi, pour le coup, dans mon expérience, c'est quelque chose que j'avais envie de faire, et je l'ai un peu construit. Donc, pour le coup, je dirais que oui, parce que faut surtout bien s'entourer. Parce que là, pour le coup, on n'a vraiment pas toutes les compétences, un peu comme dans l'entrepreneuriat. Et après, il y a cette notion de réussir à se donner des objectifs et cadrer dans le temps, parce qu'on ne peut pas se permettre de faire une thèse sur des années et des années. Il y a moins cette notion de budget, parce que généralement, avec l'hôpital, on arrive un peu à bricoler quelques trucs. Mais il y a un peu cette idée-là de se fixer des objectifs court terme et long terme à la fois, et surtout de pivoter, parce que moi, à la base, j'étais parti plein de grandes ambitions. L'idée de ma thèse, c'était de dire comment on va créer une petite usine de production, en gros, une hétésie, un peu fou. Et après, rapidement, on m'a un peu calmé en disant bon, on va voir un peu comment on peut resserrer tout ça et faire un truc beaucoup plus précis. Et je pense que c'est un peu pareil à l'entrepreneuriat. Au début, tu te dis je résous le besoin énorme, et en fait, tu te dis les premières étapes, je vais déjà essayer de résoudre un premier problème. Et autre point, je pense, tu me pourras confirmer, c'est aussi cette envie de faire avancer les choses et de changer le monde à son échelle, on va dire. Ouais, clairement. Ouais, non, complètement. Ou en tout cas, là, dans mon cas, essayer de un peu clarifier quelque chose qui était un peu un inconnu en interne, d'apporter un début de réponse, quoi. Et justement, donc ensuite, tu fais cette passerelle vers l'EM Lyon, donc école de commerce. Tu viens de la fac, disons, tu passes en école donc privée. Est-ce qu'il y a vraiment un gap entre les deux dans la façon de travailler, les interactions avec les autres personnes, etc. Est-ce que ça t'a choqué? Est-ce que ça a été difficile pour toi? Je dirais pas difficile. C'est comme un peu en entreprise. Il y a différentes cultures d'entreprise, et là, tu tombes sur une autre culture, une autre façon. Mais
pour le coup, moi, j'étais content, c'était rafraîchissant aussi de voir des nouvelles choses et des nouvelles personnes avec des backgrounds hyper variés. École de commerce, on a plein de personnes qui ont fait plein de choses et je trouve que c'est hyper riche. Alors forcément, en sortant de pharma, on a tous un peu un moule et on sort tous un peu d'un même, en tout cas, type de profil. Donc ça, je trouvais que c'était hyper intéressant. OK. Et dès que tu as intégré, l'EM Lyon, tu t'es dit: «Je fais un master donc pour vraiment avoir la possibilité de créer mon entreprise» ou alors tu voulais encore avoir un socle commun plutôt business et ensuite te laisser la possibilité? Ouais, c'était ça. Je me suis dit, comme je sais que dans tous les cas, je veux pas évoluer dans ce monde, très, heu, professionnel de santé, on va dire, pur et dur, mais plutôt sur ce côté business. Je m'étais dit: «Quoi que je fasse, c'est bien que j'ai une formation, plus établie, de 3 ans, business, qui m'apportera vraiment toutes les bases, pour faire un peu ce que je veux derrière, quoi». Et qu'est-ce que tu as appris justement à l'EM Lyon si tu devais retenir, une chose? Ouais, une chose, c'est pas facile, mais je trouve que déjà là où en santé souvent, on a tendance à, toujours, faire les choses qui doivent être sourcées, qui doivent être prouvées avant d'avancer la 1re chose. Mais le côté là, au contraire, un peu le fake it until you make it, mais aussi voilà, le côté on se lance, on fait quelque chose, heu, on même si c'est pas vraiment de la parfaite qualité, mais on va itérer, on va avancer dessus, mais en tout cas, pas avoir peur de se lancer, et un peu le côté, confiance en ce que ça va donner derrière, quoi. Ouais, on agit quoi, Ouais, on on avance. agit. La place à l'action, ouais. Et je pense aussi c'est un peu la force de l'EM Lyon et le positionnement, où ils sont très, passage à l'action et très orientés entrepreneuriat. Donc même si, à la fin, tu fais pas forcément de l'entrepreneuriat et tout le monde va pas forcément faire l'entrepreneuriat, c'est plus sur le côté mindset où, on te pousse à, apprendre en faisant plutôt que, être sur le théorique. Et c'est vrai qu'en sortant de pharma, au contraire, c'est des études où, bah, c'est très, très théorique. Ça fait vraiment du bien de se confronter au réel. Merci pour cette réponse. À quel moment tu rejoins, la BPI? C'est pendant les études, après les études? Ouais, c'était mon premier stage, business quoi, pour l'EM en gros. OK. Parce que donc j'avais fait les stages hospitaliers, c'était obligatoire, une partie en France et j'avais fait un passage aussi en Tanzanie. J'avais fait des stages, en officine obligatoire et après donc quand il a fallu faire mon vrai stage, on va dire, pour mon parcours pro quoi, bah, j'ai choisi de rentrer, enfin de faire ce premier stage à la BPI, hem, bah, parce que j'avais fait mes études à Lyon comme j'ai dit. Je trouvais que c'était une bonne opportunité déjà pour développer mon réseau sur Paris, de côté entrepreneurial santé. C'est vrai que, bah, ça remonte déjà à 5 ans à peu près. Ouais. L'écosystème entrepreneurial en santé à 5 ans en France, il n'était pas si développé que ça en réalité, parce qu'il y a eu un décalage quand même au niveau des startups entre, toute la vague, bah, des startups un peu généralistes, SaaS, puis après le temps que ça arrive en santé, il y a eu un décalage. Donc, bah, à Lyon à l'époque, il y avait beaucoup moins de startups et à Paris aussi. Du coup, à Paris, ça permettait de voir un peu tout ce qui se passait, en tout cas en France, toutes les nouvelles startups. Depuis, c'est beaucoup développé, mais pour ça, c'était hyper intéressant. Et c'était quoi ton rôle, dans ce stage? Donc il y a une structure au sein de BPI France qui s'appelle le Hub, qui a pour vocation d'accompagner, donc les entrepreneurs qui ont reçu, un investissement d'un des fonds de BPI France. Donc moi, j'accompagnais, les entrepreneurs, de la santé, et un petit peu de la deep tech, mais surtout de la santé, qui avaient, une participation de BPI France dans leur développement. Donc surtout les startups early stage, seed, série A principalement, et après que ce soit sur le go-to-market, un peu revoir le pitch. On avait des chasseurs de tête en interne, mais on était en binôme parfois pour, identifier des profils un peu techniques. Toutes les problématiques que peut avoir un entrepreneur et où on faisait les missions en interne, nous, ou sinon on allait chercher des experts de notre réseau pour là, aller faire des missions, un peu plus spécifiques. On va dire un super consultant. Un petit peu ça, ouais. Voilà. OK. Et donc, c'est après cette expérience que tu te dis: «OK, moi aussi, je vais lancer mon entreprise». Non, c'était avant. Pardon, c'était C'était avant. c'était avant, en fait, quand j'ai fait ma première année à l'EM, donc il y a une première année où on a un bloc commun de cours un peu de base, quand on n'a pas fait avant, ni d'économie et cetera. Et moi, ça tombe pendant le covid, et je me dis, «Bon, j'ai je sais plus 15 heures de cours à l'EM ou quelque chose comme ça. C'est pas ça qui va m'occuper non plus toute ma journée». Donc j'étais déjà beaucoup intéressé par l'entrepreneuriat. Je me suis dit: «Bah, la meilleure façon en fait d'apprendre», justement un peu avec ce que je disais, c'est de lancer quelque chose et de voir un peu ce que ça donne. Et l'idée, c'était vraiment de se confronter au terrain, quoi. Et qu'est-ce que tu as lancé du coup? On a lancé à l'époque avec un ami, un organisme de formation pour accompagner les pharmaciens à se former à la RSE. Et l'idée, c'était de dire, le constat, c'était, qu'il y avait des pharmacies, et c'est encore le cas maintenant, voire pire, qui étaient de plus en plus en difficulté économique. De l'autre côté,
Il y avait des modèles qui marchaient très bien, groupement de pharmacie, orientés très naturalité, produits bio, produits made in France, etc., mais qui imposaient un certain nombre de contraintes, parce que tu rentres dans un réseau, donc il faut forcément adhérer Mmh. à une genre de charte, on va dire, un cahier des charges. Donc nous, l'idée, c'était de dire, bah, vous voulez rester vraiment 100% indépendant dans votre pharmacie, mais à la fois, vous voulez chercher à la fois un impact économique, économique, social et environnemental, bah, mettez dans votre stratégie d'entreprise ce volet RSE. OK. Et donc quand tu as lancé ça, tu as lancé ça tout seul? Non, avec un ami de promo. OK. Ça a été quoi la première chose que vous avez, fait? Bah, ça a été de parler à l'époque, c'était facile parce que du coup, pour me faire un peu d'argent, je bossais en pharmacie, je faisais des remplacements, 1 jour par semaine, une demi-journée par semaine et donc en fait, c'est comme ça que j'ai fait un peu mes user interviews, quoi. À la fin de ma journée de travail, je prenais, le titulaire, 10 minutes et je lui posais les questions pour affiner un peu le besoin, pour comprendre si ça pourrait matcher, pour affiner un peu le pricing. Donc on a commencé comme ça et c'est comme ça un peu qu'on a pensé la solution au début. Et jusqu'où vous êtes allés, dans cette aventure? On est allé, jusqu'à faire un partenariat avec, un des plus gros groupements, français où, on a, vendu, quelques formations, des premières formations Trop bien. et après on a voulu aller jusqu'au remboursement et le remboursement de la formation n'a pas été pris en compte et c'est là où on s'est dit, justement avant de rejoindre, nos stages, on s'est dit: «Est-ce qu'on veut passer full time sur la boîte ou est-ce qu'on veut faire un stage, ailleurs?» Et on s'est dit que dans tous les cas, la vocation, c'était plus d'apprendre et au mieux d'avoir un side business, on va dire et que là, on voulait pas passer à temps plein sur le projet à ce moment-là. Trop bien. Et puis ça, c'était une bonne base pour ensuite aller à la BPI et donc j'imagine ensuite aller, dans ton poste actuel chez Newfund. J'aime bien parler de sport. Tu es le premier rugbyman qu'on reçoit, dans le podcast. Hem, Comment ta pratique de sport a pu ou reflète aujourd'hui, les qualités et les compétences professionnelles, bon, pour toi, mais aussi pour les autres professionnels qui t'entourent? Je pense que, dans le sport, il y a plein de choses qui, en termes de valeurs, qui peuvent se translater à la fois dans la vie, que ce soit dans la vie perso, dans la vie pro. Il y a le côté, bah, forcément esprit d'équipe, qu'on bosse, dans un fond ou ailleurs, souvent on n'arrive jamais à réussir seul. Et il y a le côté, je pense qui est assez universel, mais qui dans le sport peut être, un peu plus facile à voir et un peu plus sauter aux yeux, c'est le côté, bah, le travail paye et tant que si tu bosses pas, tu arrives à rien et quand tu bosses, bon, bah, déjà, tu as un peu plus de chances d'arriver à quelque chose. Ça, je pense, ça se voit d'autant plus dans le sport que, bah, il y a un moment, il faut un peu passer par de la souffrance pour, pour réussir Oui, c'est sûr. et donc je pense, ouais, ça aide et ça permet de se forger aussi, ouais. Enfin, on a vu que tu as un parcours, du coup, plutôt atypique. Comment t'es venu l'envie d'aller travailler en VC? Beh, justement, en fait, à la BPI, j'étais, un peu au milieu entre les entrepreneurs d'un côté avec qui je travaillais et de l'autre côté les fonds, avec qui on bossait aussi main dans la main parce que forcément nous, les activités opérationnelles sur lesquelles on accompagnait les entrepreneurs fait que ça a un impact, d'un point de vue stratégie d'entreprise. On participait pas au board ni rien, donc on n'avait pas cette vision-là à long terme. Donc, on faisait le lien entre les entrepreneurs et les VC d'un autre côté. Ça a permis de découvrir aussi et de dialoguer beaucoup avec les VC. Ça a permis de découvrir le métier et et j'avais justement un peu, cette frustration en étant côté, operating tu bosses avec des entrepreneurs, parfois tu bosses sur un temps dédié, tu vois pas ce qui se passe après. C'est pas du tout, si tes actions ont un impact. Forcément, tu choisis pas avec quel entrepreneur tu travailles parce que, Mmh. c'est pas dépendant de toi, c'est pas toi qui fais les choix d'investissement. Donc tu es au milieu, tu essaies de faire ton maximum, mais tu sais pas vraiment ce que ça va donner, tu sais pas vraiment enfin, tu es ni avant ni après. Donc je me suis dit, enfin, j'étais curieux du coup de découvrir un peu cette pièce manquante, que j'avais, qui était ce côté VC et en fait, en étant à la BPI, c'est le côté assez positif de la BPI, c'est qu'il y a plein de métiers en rapport avec l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de fonds qui sont, la porte d'à côté, le bureau d'à côté. Donc j'en ai profité pour aller discuter avec les autres fonds et ça qui m'a conforté dans l'idée de vouloir, continuer en tout cas, côté, investissement. Et c'était compliqué justement ensuite de postuler et d'obtenir ce premier job en VC? Il y a pas énormément de fonds spécialisés en santé. Moi, je savais que je voulais faire, de la santé, plutôt du digital ou de la medtech, Mmh. pas de la molécule active. Et je savais que je voulais faire du early stage, plutôt du seed. Et la cerise sur le gâteau, c'était que, bah, à la BPI, je bossais qu'avec des entrepreneurs français et que là, je voulais je enfin, ce qui était intéressant pour moi, c'était d'avoir une portée internationale. Donc quand on croise, tous ces critères, on arrive à Paris avec, en gros, entre 15 et 20 fonds. Et après, bah, c'est en fonction du feeling et je pense que,
mon parcours, quand même, il avait une certaine logique. Et que du coup, c'était assez cohérent ce que je pouvais raconter à ce moment-là. Ouais, ton parcours, il a une certaine logique et il se différencie aussi, de parcours plus classiques. Donc j'imagine que quand on reçoit, plusieurs CV, ben, les CV qui se différencient un petit peu, ben, attirent l'attention et donc ça permet peut-être d'obtenir des meilleurs résultats. En tout cas, moi, je suis parti dans une idée de me dire: «Je vais parler avec les fonds pour comprendre, eux, ce qu'ils veulent, ce qu'ils recherchent, pour, comprendre, leurs objectifs et leur positionnement et ce qui les différencie et on verra bien ce qui se passe un petit peu». Comme C'était un aujourd'hui, ce qu'on peut faire entre fonds quand on échange, entre nous sur des deals ou autres. Donc j'étais parti un peu dans cette dynamique et c'est là où avec New Fund, le timing était bon et moi ça matchait vraiment très bien avec, ce que je recherchais. C'était un peu ton côté, thésard justement, d'aller, enquêter, poser des questions à tout le monde pour récolter un maximum d'informations. Ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé, mais oui, c'est un peu ça. Au final, on se débrouille un peu par soi-même pour aller récupérer les infos et pour voir, ce qui fonctionne le mieux en fonction de nos besoins, quoi. Ce ce qui est bien avec, ce podcast qu'on anime, c'est qu'on voit donc plein de VC avec des profils totalement différents et vraiment, pour l'instant, j'ai aucun invité avec un parcours, similaire. Donc ça prouve bien, pour les jeunes qui nous écoutent que, voilà, peu importe le parcours, si tu veux vraiment travailler en VC, tu peux y arriver, quoi. C'est clair et je pense que, ça passe par beaucoup de curiosité. Je pense que c'est un atout clé à la fois pour le métier, mais à la fois, pour te préparer aussi au métier. Heu, c'est clair que moi, en sortant de pharma, c'était peut-être pas le choix évident, mais en fait, à force de se renseigner, à force de regarder des vidéos, écouter des podcasts, et en fait un peu monter en compétence sur ces éléments-là, ça permet aussi de mieux comprendre le milieu et le secteur. Donc ça prend du temps, mais je pense qu'avec de la curiosité, Comment on cultive justement cette, curiosité? je pense qu'il y a une part de naturel Mmh. qui vient de nous et une part de justement l'environnement dans lequel on évolue. Donc si on choisit, d'évoluer dans un environnement qui est hyper dynamique et qui est hyper stimulant, forcément ça nous pousse à encore plus, ça va encore plus alimenter ce côté, curiosité qui peut être naturel. Ouais, parce que c'est vrai que quand on travaille en VC et qu'on va justement, auditer pas mal de startups, rencontrer pas mal de monde, tu es obligé d'être curieux, sinon tu peux pas évoluer dans ce monde. C'est ça, je pense qu'à la fois, ça t'intéresse pas si tu pas curieux parce que, tu es un peu payé pour être curieux, Oui, c'est ça en fait. et à la fois, je pense que du coup, naturellement, tu vas pas vers ce secteur si tu l'es pas et si tu l'es ou tu commences à prendre du plaisir et que du coup, je pense que tu continues un peu naturellement. Ouais, il y a ce côté curiosité, je pense et après, ben, le goût, de l'innovation et de faire avancer les choses, je Ouais, c'est suppose? ça et c'est aussi pour ça que, j'allais dire dans ce secteur, c'est un peu facile d'être curieuse parce que tout ce qu'on voit est assez exceptionnel, ou en tout cas, c'est quand même plutôt hors du commun et en plus, on a la chance de parler à des personnes qui sont passionnées de leur secteur, Ouais. et qui sont expertes souvent de leur secteur et donc ça, c'est rare d'avoir l'occasion, d'avoir accessible des personnes, avec ces niveaux de connaissances et qui sont prêts qui nous donnent du temps du coup et avec qui on peut bosser vraiment main dans la main. Ouais. Tu as découvert au moment de la BPI l'existence, en fait, des fonds, de VC. Mais c'est vrai qu'auparavant, on n'en parle pas trop, à l'école ou ce genre de choses. Comme je m'étais intéressé par l'entrepreneuriat, même avant de rejoindre l'EM, à l'EM, j'avais rejoint une association qui est nationale, je crois, qui s'appelle, Genius, où il y a des antennes dans plusieurs écoles et donc il y avait Genius EM Lyon et donc comme c'était l'asso, d'entrepreneuriat et d'innovation, justement, j'avais pu parler avec, déjà des premières personnes qui avaient fait stage en VC sur des fonds généralistes. C'est comme ça que j'ai découvert, de base, mais c'est vrai que c'était encore, et ça reste quand même encore assez opaque, je pense, Ouais. comme secteur. Donc c'est pour ça que c'est bien aussi de pouvoir en parler, de façon le plus ouverte possible, quoi. Tu trouves, justement, tu dis que c'est opaque. Est-ce que tu trouves que c'est un milieu qui est très fermé? Je dirais pas fermé parce que, justement, moi, quand j'ai contacté les fonds, j'ai eu des accueils, plutôt agréables, plutôt Mmh. sympas, où il y a des personnes qui ont accepté de me donner du temps et je pense que, sur mon parcours, tout le long, j'ai eu des personnes j'ai eu la chance d'avoir des personnes qui m'ont donné du temps, donc non. À partir du moment où, je pense que tu as fait tes homework et que tu arrives et que tu as un minimum préparé ton échange, quoi. C'est vrai que je suis assez d'accord là-dessus. Au final, dans l'écosystème startup, hein, je mets aussi les fondateurs et cetera et même les advisors, enfin peu importe. C'est vrai que tout le monde est quand même, heureux de parler de ce qu'il fait. Ouais, c'est clair et quand même, en général, les gens aiment bien parler d'eux-mêmes, Ah sinon je bah, serais pas là. ouais. Merci pour cette introduction et donc parcours, vraiment, inspirant, je pense pour nos auditeurs. On va passer maintenant, et on va parler de ce que tu fais actuellement. Donc tu es, associate chez, Newfund. Est-ce que tu peux nous présenter Newfund en quelques mots? Donc Newfund, c'est un fonds de VC franco-américain qui existe depuis une quinzaine d'années.
Donc on est un fonds généraliste. On a fait beaucoup de software et de la tech de façon assez large sur les dernières années. Et donc moi, j'ai rejoint l'équipe au moment de la création d'une équipe santé qui s'est structurée. Et donc, nous, au sein de l'équipe santé, on investit à la fois via le fonds généraliste, qui est notre fonds flagship historique, Mhm. qui investit en France, donc en seed, euh, et, euh, sur principalement du software. Et on a un fonds qui est verticalisé, c'était le premier fonds verticalisé du fonds, qui s'appelle ECA, qui est dédié à la santé du cerveau, à la brain tech, et donc qui investit dans à la fois la santé numérique et le medical device, donc les dispositifs médicaux, euh, en Europe et aux États-Unis, tout ce qui va toucher de près ou de loin au cerveau, que ce soit les maladies neurologiques, la santé mentale, ça peut être aussi tout ce qui va toucher au système nerveux, donc ça peut être aussi l'épilepsie, la migraine. Et pour continuer un peu sur la présentation du fund, on a aussi un fonds régional dans le Pays Basque et Nouvelle-Aquitaine, Ok. qui est donc dédié aux entrepreneurs de ces zones-là, qui est un peu plus jeune, qui arrive plutôt en précide. Et aussi, on a aussi un fonds américain, totalement sous la législation américaine, etc., qui investit là aussi en précide dans des startups américaines. Il est basé où ce fonds aux US? Donc à Palo Alto, donc dans la baie de San Francisco. Et donc on a un partenaire qui est localisé là-bas. Trop bien. Quand tu dis que c'est un fonds verticalisé dans le fond, c'est-à-dire que donc pour les gens qui ne sont pas du tout familiers de ce milieu-là, vous avez levé un premier fonds et il y a une poche de ce fonds-là qui est dédiée à ces investissements? Non, c'est vrai qu'on utilise le terme fonds par abus de langage, mais en réalité, donc, c'est une société de gestion. Mhm. Dans la société de gestion, il y a plusieurs véhicules d'investissement qu'on appelle fonds. Donc, ce que je disais, il y a le fonds dédié régional Nouvelle-Aquitaine, il y a notre fonds américain, il y a notre fonds flagship historique généraliste France, et il y a notre fonds ECA qu'on vient de lancer au sein de cette société de gestion qui est New Fund. Ok. En, en global, ça représente combien d'argent tout ça? Ouais, c'est une bonne question. On est à peu près 400 millions sous management aujourd'hui. Ok. Et cet argent vient d'où? Donc no LP, je pense aussi c'est une particularité de New Fund et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. On a un fonds d'entrepreneurs avec donc beaucoup d'LP, personnes individuelles, family office, Ok. qui nous accompagnent. Donc c'est uniquement des individuels qui ont investi quand vous avez levé le fonds. Principalement, on va dire. Ok. Pas à 100% uniquement, mais principalement. C'est combien de personnes à peu près? T'as une idée? On a à peu près 200 individuels et family office qui nous accompagnent sur différents véhicules. Ok. Ces gens-là, comment ils vous aident dans le développement de votre activité? Est-ce qu'ils vous aident dans le développement de votre activité, peut-être en supportant certaines de vos startups, etc.? Mais je pense justement c'est la force d'avoir accès à ce réseau-là. C'est que à la fois, il y en a qui vont nous recommander des startups parce que dans les personnes individuelles, il peut y avoir des avocats, il peut y avoir des médecins, il peut y avoir des anciens entrepreneurs beaucoup. Mhm. Donc ils sont encore proches de l'écosystème startup. Donc eux qui peuvent nous recommander des entrepreneurs qui voient passer. Et aujourd'hui, c'est sur ces recommandations-là où on a, nous, quand on regarde nos chiffres, les meilleurs taux de conversion, en fait, sur celles qui vont aller au bout de l'investissement. Parce que c'est des personnes qui nous suivent depuis longtemps, qui nous connaissent très bien, qui savent exactement ce qu'on aime, et le type de, Ouais. de projet qu'on aime bien. Donc, généralement, c'est hyper pertinent ce qui peut nous pousser. Euh, et ça peut être aussi le deuxième volet sur quand on a un besoin startup qui émerge et qu'on peut faire appel à notre réseau. Et quand on a donc toutes ces personnes-là qui ont tous eu des carrières intéressantes et des carnets d'adresses variés dans des secteurs variés, comme on a donc quand même une Mhm. activité généraliste, un portefeuille avec des sociétés qui font des choses très différentes, parfois c'est très utile de pouvoir faire appel à certains LP qui ont ou une connaissance du secteur et du marché, ou un carnet d'adresses qu'on peut activer en cas de besoin. En quoi c'est différent d'un groupe de business angel ou d'un club deal? La structuration du fonds, c'est que quand les personnes investissent dans le fonds, elles investissent pour un fonds qui a une durée de 10 ans, généralement, qui peut être renouvelé enfin, plus un an et parfois encore plus une fois, donc au maximum 12 ans, on va dire. Là où un club de business angel, où les personnes vont investir sur un deal en particulier, uniquement sur une opération. Tu nous disais que donc chez New Fund, tu es dans un fonds qui s'appelle ECA. Est-ce que tu peux nous détailler? Donc, tu as parlé de Brain Tech, donc tout ce qui tourne autour du cerveau. Euh, Quand a été lancé ce fonds et pourquoi vous avez choisi cette verticale? Si je commence par le pourquoi, on peut parler du problème parce que souvent il est sous-estimé. Aujourd'hui, c'est 40% de la population qui va être touchée par une maladie psychiatrique ou neurologique. Si je prends juste l'exemple de l'AVC, l'AVC, c'est la troisième cause de mortalité dans le monde.
Heu, Ça varie, la position dans le top 3 en tout cas en fonction des pays, en fonction des âges et cetera, mais globalement, c'est la 3e cause de mortalité avec, les maladies cardiaques et le cancer et les différentes formes de cancer. Si on prend le cancer, il y a eu énormément d'innovations, Mmh. avec beaucoup de molécules qui sont arrivées sur le marché, avec beaucoup de recherches. Si on prend les maladies, psychiatriques ou neurologiques, beaucoup moins d'innovations qui ont été faites et à la fois, on arrive à un moment où, on a, une compréhension qui devient de plus en plus fine du fonctionnement du cerveau grâce à l'avancée des neurosciences. Mmh. On a aussi, des nouveaux, en termes de dispositifs pour capter de l'information du cerveau grâce à l'innovation dans les matériaux ou dans l'ingénierie qui nous permet de aussi mieux capter l'information issue du cerveau et en même temps, on a aussi, l'avènement de l'IA qui permet de traiter toutes ces informations qu'on comprend mieux maintenant. En fait, on arrive à un momentum qui est assez exceptionnel où, on a toutes les pièces pour mieux comprendre le cerveau et donc peut-être mieux anticiper ou mieux le traiter. Est-ce qu'il y a beaucoup de startups sur ce play-là? Nous, avec notre définition qu'on a, donc parce que, donc on a à la fois maladie neurologique, maladie psychiatrique et tout ce qui va toucher au système nerveux. Pour donner un ordre d'idée, donc ça fait un peu plus d'un an que le fonds est lancé. On a principalement vu des startups en Europe, un petit peu aux États-Unis, mais c'est pas la majeure partie de notre deal flow et quand je regardais les chiffres, on est à un petit peu moins de 900 startups qu'on a vues. Donc on a à peu près 880 là, ce mois-ci. Donc il y a un volume en early stage, dans notre scope. Donc ah oui et je mets de côté tout ce qui est médicaments parce que ça, on le fait pas. Donc voilà, donc Il y nous, a sur notre beaucoup. scope, il y a de quoi faire, on va Il y a dire. de quoi faire. OK, 900. Un petit peu moins, ouais, on était à 880 là, quand j'ai Et regardé. vous êtes combien, à traiter ce deal flow? On est, 3 à temps plein, on va dire. Ça fait pas mal de travail, des Ouais, grosses journées, j'imagine. ouais, bah, comme tout le monde, hein. Comment vous faites justement, parce que c'est un sujet qui est hyper, précis, hyper technique. Comment, vous faites? Est-ce que vous êtes épaulé par, des partenaires, pour analyser ce deal flow justement? Oui, bah, comme on a décidé de se lancer sur un secteur assez précis, dans la création du fonds, on a fait un partenariat avec une fondation en santé mentale qui s'appelle la Fondation Fondamentale, donc qui est une fondation reconnue d'utilité publique, de recherche. Et donc la force qu'on a, c'est qu'eux, ils peuvent nous épauler pour analyser, donc les opportunités d'investissement, notamment les aspects, scientifiques, cliniques des sociétés, heu, pendant nos due deals et donc nous, ça nous permet de rentrer dans les sociétés plutôt que, ce qu'on aurait fait par nous-mêmes parce que lire la science, la comprendre et avoir un esprit critique sur la science, c'est pas simple. Et donc on a besoin de ces experts pour nous permettre de rentrer plus tôt. Souvent, on arrive avant le marquage, heu, OK. FDA ou CE, donc c'est marquage de dispositif médical. Donc on arrive dès qu'il y a les premières études cliniques, en fait, qui sont mis en place et c'est justement ce partenariat qui nous permet de rentrer plus tôt et nous, de notre côté, ça a aussi un intérêt parce que, on peut prendre un risque qui, on va dire, plus modéré que si on l'avait pris seul parce qu'on a une validation scientifique externe de la société. Donc nous, ça nous permet de rentrer souvent à des valorisations aussi qui sont plus basses. Donc ce qui est intéressant, derrière pour nos LP. Comment toi justement tu fais au-delà de ces partenariats pour rester, informé de toutes ces tendances et être assez précis justement dans tes analyses? Ça t'arrive d'être largué face à un entrepreneur qui te parle? Oui, clairement, parce que comme on disait, les personnes qu'on a en face de nous, elles sont expertes de leur secteur et donc je serai jamais expert, plus expert que l'entrepreneur en face de moi et heureusement, c'est pas mon job. Donc forcément, on est largué à un moment. Pour répondre à la première partie de ta question sur le côté, on est abonné à plein de newsletters qui sont assez spécialisés, qui nous permettent déjà de nous tenir au courant de l'actualité startup et de ce qui se passe dans ce secteur-là Oui. et des attentes aussi des investisseurs sur cette typologie de startup, ce qui est important. On essaie de suivre un petit peu, l'évolution, en tout cas les grandes évolutions, scientifiques sur le secteur, mais on ne peut pas être au courant pour chaque niche, on va dire, ou pour chaque sous-spécialité d'où ça en est exactement. Donc l'idée, en fait, c'est, je pense que faut pas, hésiter à poser des questions un peu bêtes, en tout cas du point de vue de l'entrepreneur, mais partir du début et poser les questions de façon, humble et ouverte et après, derrière, une fois qu'on a récolté les questions, faire le travail de notre côté aussi, d'essayer de faire nos recherches complémentaires et cetera, mais pas hésiter, je pense, de poser les questions un peu simples au début pour être sûr qu'on comprend bien, quoi. Donc, des newsletters et 900 opportunités par an. Ta boîte mail, elle doit être,
un bordel. Ouais, bah après, heureusement, les newsletters, je peux les trier dans les petits dossiers et, et les traiter plus tard. Ça va, Mais t'arrives, ouais. on est en train d'essayer d'automatiser ça, justement, parce que c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais chez Newfund, on a la spécificité d'avoir une équipe tech, Ok. donc comme dans une startup, hein, qui nous développe des outils en interne. Et, et comme les startups aussi, on se pose la question de comment l'IA peut changer notre pratique en tant que fonds de VC. Et justement, là, on est en train d'essayer de voir comment on peut développer un outil qui va agréger toutes les newsletters pour pouvoir nous faire des emails en fin de semaine récap sur quelles sont les news les plus importantes, quelles sont les levées de fonds les plus importantes dans notre secteur et quelques lignes de conclusion pour justement éviter de lire des dizaines et dizaines de newsletters chaque semaine. Ouais, gagner un maximum de temps. Exactement. On parle pas mal de santé. Nous, on voit beaucoup de startups autour de la santé et même autour de nous, il y a beaucoup de gens dans cet écosystème qui gravitent. Et on se rend compte que quand même, c'est un énorme sujet de société. Euh, Est-ce que, de par les innovations que tu vois au quotidien, tu es plutôt confiant et tu penses qu'un jour, voilà, on sera à nouveau fier de notre système de santé et qu'on se dira, OK, bon, moi, voilà, on est tranquille, on va bien vieillir. Je sais pas si on sera tranquille à un moment à 100 parce qu'il y a toujours ce truc où, bah, les innovations, elles avancent, mais en même temps, la mise en place des innovations, si je prends l'exemple de l'hôpital public, bah, ça prend aussi du temps. Il y a, des cultures qui sont très différentes et c'est aussi des cycles de mise en place et des durées qui sont pas forcément les mêmes. C'est un peu la même chose quand les startups, elles collaborent avec les gros groupes pharma. Forcément, les startups, quand, elles vont traiter des sujets à l'heure ou à la demi-journée. Un groupe pharma, bah, ça va traiter plutôt à la semaine, voire au mois, et c'est logique. Et chacun a ses forces en même temps, et chacun a sa place dans l'écosystème. Mais, mais je pense que la clé, enfin, ça passe forcément, si on veut que ces outils aient un vrai impact et ces solutions aient un impact, ça passe par ces collaborations aussi public-privé. Ça passe par le fait que ces populations, elles doivent parler ensemble et que tout le monde doit se comprendre. Si je peux donner peut-être un exemple sur nous en tant que fonds aussi, comment on peut agir pour que ces innovations elles soient plus concrètes. On a créé une initiative qui s'appelle la BrainTech Alliance, qui a pour but de réunir autour d'événements donc liés à la santé du cerveau, à notre sujet, à la fois des chercheurs, des médecins, des entrepreneurs et des fonds. Parce que justement, le constat, c'est de dire tout le monde a envie à la fin qu'il y ait des meilleures solutions pour les patients. Chacun a ses contraintes, malheureusement, chacun a ses timelines, chacun a ses façons de travailler. Et si, en fait, dès la création des startups ou avant la création, si toutes ces personnes elles parlent ensemble et elles se connaissent mieux, elles arrivent mieux à se comprendre, bah, forcément, on arrivera plus vite avec des solutions sur le marché, on aura plus d'impact. C'est une initiative dont j'avais jamais entendu parler et je trouve effectivement ça hyper intéressant et je pense que ça peut être répliqué à vraiment plein de secteurs d'activité différents et en fait, oui, la clé, c'est juste de se communiquer et d'aligner les intérêts de tout le monde. Et réussir à réunir les personnes ensemble, et que chacun arrive à trouver son intérêt autour d'événements. Et je pense que c'est d'autant plus pertinent sur des écosystèmes où justement tout le monde pousse dans le même sens. Euh, on manque réellement de solutions, donc autant collaborer plutôt qu'essayer de se voir comme concurrent, quoi. Au-delà de ces initiatives, je sais que Newfund, accompagne les entrepreneurs à aller sur le marché, US. C'est quelque chose que vous faites aussi sur la santé? Absolument, donc ça, c'est vraiment le positionnement de Newfund en termes société de gestion. Heu donc c'est à la fois vrai sur notre fonds généraliste et que sur notre fonds santé. Je pense sur la santé, ça résonne, on va dire, encore plus facilement. Comme je disais précédemment, il y a des contraintes donc réglementaires associées à la santé. Là, j'en parlais avec l'exemple de ma thèse. Aujourd'hui, pour un dispositif médical, accéder au marché américain, généralement, et passer ces étapes réglementaires, c'est plus rapide sur le marché américain. Il y a des contre-exemples forcément, mais dans la plupart des cas, ça va être plus rapide. Et surtout, heu, en Europe, il faut aller négocier dans chaque pays de l'Union européenne derrière, pour avoir accès ou pour avoir accès à un remboursement, par exemple, ou un prix de vente OK. du dispositif. Alors que là, directement aux États-Unis, ça ouvre plus rapidement un marché unifié qui est aussi gros, on va dire, que le marché européen. Donc ça résonne généralement assez bien sur les entrepreneurs en santé. Plus les côtés qui sont, toujours valables sur le marché américain, que ce soit sur la santé ou les autres secteurs, l'attrait à l'innovation, la capacité à payer, et tous ces éléments-là. OK. Donc, un start-upper, français dans la santé, il a tout intérêt à directement aller aux US? C'est très fréquemment, le cas aujourd'hui,
et aussi parce que la science, elle est globale. Donc généralement, quand tu veux lancer une étude clinique, bah, tu vas aller recruter des patients français, des patients allemands, des patients américains pour renforcer en fait la preuve clinique enfin, d'efficacité et pas avoir des biais ethniques ou sociétaux, par exemple. Donc en fait, from scratch, quasiment, la startup Health Tech, elle va penser global. OK. Et toi, ton rôle, il est aussi d'accompagner dans ce lancement aux US ou pas? On a donc une équipe d'operating en interne chez Newfund, dont un operating partner qui est ancien entrepreneur en santé, qui est vraiment dédié à nos startups santé. Donc, nous, en tant qu'investisseurs, on va suivre les boards, on va être sur l'equity story, on va être sur la stratégie de la société. On peut les accompagner sur des missions, mais généralement, quand c'est des missions où on va vraiment aller dans le détail et où on va vraiment aller un peu plus loin dans le travail qu'on va faire avec la société, on va faire appel à nos operating partners en interne qui sont dédiés. Trop bien. Justement, toi, dans ton travail, tu impactes directement le monde de demain, disons. C'est quelque chose qui te motive le matin quand tu vas au boulot? Complètement, parce que c'est vrai qu'on a tendance parfois à opposer le côté professionnel de santé, par exemple, et fonds d'investissement. Mais comme je le disais avec l'exemple de la BrainTech Alliance à la fin, tout le monde converge pour aussi avoir de l'impact. Je pense que la chose qui est super en santé, c'est que une réussite clinique et pour les patients, elle est tout le temps alignée avec une réussite économique. Parce que si le patient est soigné, c'est qu'il a utilisé le dispositif ou la solution, donc c'est qu'on l'a vendu, donc c'est que ça fonctionne. Donc si on est content, les hôpitaux vont la réutiliser et donc on va augmenter notre volume. Donc en fait, il n'y a pas de désalignement d'intérêt. C'est pas de dire bah, je vais faire de l'argent au dépit de la santé du patient. Au contraire, plus on gagne d'argent, plus on va soigner des patients, si je dis de façon hyper schématique. Donc en fait, il y a un alignement d'intérêt qui est total et c'est ce qui permet de pouvoir allier performance et impact et ensemble, tout simplement. OK. Est-ce que tu penses que s'il y avait peut-être un peu moins justement cet intérêt économique, même si j'entends qu'ils sont alignés, mais si on mettait d'abord l'intérêt du patient et le fait d'être soigné en avant, on pourrait soigner peut-être plus facilement et plus de personnes ou pas du tout? Bah, c'était la vision un peu économie de la santé, notamment de l'Europe il y a plein d'années. Mais en fait, avec l'arrivée sur le marché de médicaments qui sont de plus en plus chers, parce qu'ils demandent de plus en plus de recherche, parce que c'est de plus en plus compliqué, enfin, parce qu'on arrive à soigner des maladies qu'on pensait qu'on n'arriverait pas à soigner, bah, il y a un moment, on a dû structurer l'offre de soins d'une façon à ce que les groupes pharma ils puissent continuer d'innover, les startups elles puissent aussi continuer d'innover et qu'en même temps on puisse proposer des solutions pour le patient. Donc dire s'il n'y a pas d'intérêt économique, en fait c'est une théorie mais qui ne peut pas s'appliquer parce qu'en face on a une enveloppe de budget qui elle est définie. Oui. Donc si on avait une enveloppe de budget enfin, qui était illimitée, oui on pourrait le faire. Mais la réalité c'est qu'on a un budget, pour le ministère de la Santé il a un budget, il y a un budget qui est associé pour la santé en France. Donc il faut optimiser et être au maximum efficient avec ce budget-là. Peut-être qu'il y a aussi, l'intelligence artificielle qui va permettre de, réduire les coûts de la recherche et mais aussi les délais dans la recherche. Est-ce que tu as vu passer des projets autour de ça, des IA qui peuvent aider les chercheurs? Absolument. Il y a de plus en plus de startups, donc qu'on appelle souvent tech bio, qui vont se positionner sur cette partie de découverte de nouveaux médicaments, et qui peuvent, heu, accélérer tout ce process qui est, souvent assez long et cher pour découvrir des médicaments, l'accélérer via l'IA. Et il y a aussi, sur toute la chaîne de valeur, d'autres startups qui vont se positionner parce qu'une fois qu'on a découvert un candidat médicament, on va aller le tester pour voir son efficacité et il y a plein de startups qui se positionnent aussi sur cette chaîne-là pour, tester le médicament et du coup pour aussi accélérer, on va dire, si je parle un peu en startup, ces cycles d'itération, jusqu'à la mise sur le marché. Donc c'est sûr que, des solutions IA et pas que, innovantes vont enfin accélèrent tout ce process. Est-ce qu'il y a un projet qui t'a marqué depuis que tu travailles chez Newfund? Bah, si je fais le lien avec ce que tu dis, par exemple, on a investi dans 2 sociétés qui vont accompagner, justement les pharmas. Une société qui s'appelle Auria, Bioscience,
qui, elle, permet de tester des candidats médicaments sur des organites intracellulaires, donc qui permet justement d'accélérer ce que je disais, ce cycle d'itération en quelque sorte. Et on investit dans une société qui s'appelle Insight Therapeutics qui permet d'encapsuler des médicaments à base d'ARN, donc c'est la technologie du vaccin Covid, donc plus vite et at scale. Donc là aussi, pouvoir formuler un médicament pour qu'il atteigne plus facilement sa cible, donc accompagner les pharma, là aussi, à la mise sur le marché de médicaments et d'innovation. Incroyable, ça fait rêver et ça donne espoir, peut-être aussi Bah oui. pour les gens. Hem, Si je prends un peu de recul et que je parle du marché de la health tech, on va dire et start-up, j'entends souvent autour de moi et dans les start-up qu'on accompagne, voilà, des gens qui disent: «Ouais, le marché, de la santé est quand même assez compliqué, c'est compliqué de lever des fonds, c'est très, très calme». Quel est ton point de vue là-dessus? Est-ce que pour un start-upper, le moment est peut-être venu de se calmer, d'attendre un petit peu? Ou alors non, les fonds sont toujours là et puis, il va finir par lever? Nous, ce qu'on voit, c'est que, il y a enfin et la conviction, c'est qu'il y aura toujours des entrepreneurs qui ont des supers idées, qui ont des compétences, qui seront bien formés, et qui auront identifié un problème. Donc, les conditions de marché, entre guillemets, c'est un élément qui est indépendant de, la volonté de créer une entreprise. Il y a pas de raison que ce soit, qu'il y ait une Ouais. association entre ces 2 éléments. Donc je pense que, même si peut-être qu'on entend des choses, que le marché est plus compliqué, nous, en tout cas, on investit, on a de l'argent à déployer, et on cherche toujours des projets intéressants dans lesquels investir. Donc un entrepreneur, qui a un problème, qui a une solution, qui a envie de résoudre ce problème coûte que coûte, et enfin, il y a pas de raison qu'il trouve des financements, que ce soit maintenant ou à une période, qui semblait en tout cas, plus avantageuse pour les entrepreneurs. Merci beaucoup, donc à bon entendeur. Et il faut être optimiste. Exactement. Bah, pour être optimiste, on avait une question, on en discutait tout à l'heure. On parle du cerveau qui est, à mon sens, un des plus gros mystères, du corps humain. Où on en est aujourd'hui de la connaissance, sur le cerveau humain? Alors c'est une vaste question, mais si je reviens à ce que je disais au niveau des innovations, sur, des innovations en neurosciences qui permettent de mieux comprendre le cerveau, ce que je peux donner en exemple, c'est, il y a tout un volet de l'imagerie médicale, qu'on appelle donc l'imagerie fonctionnelle, qui permet de voir en gros en live, en vidéo si on veut, quelles zones du cerveau vont s'activer quand, une personne va ou rien faire ou quand on va lui demander de faire une activité. Et donc ça peut paraître, bête, mais en tout cas, ça permet d'identifier les zones du cerveau qui, dans un fonctionnement normal, Mmh. quelles zones vont s'activer et qui, dans un fonctionnement anormal, pathologique, heu, quelles zones vont peut-être se désactiver ou se suractiver au contraire. Et donc ça permet aussi de pouvoir faire des liens, par exemple, anatomiques, donc en fait, de façon hyper, tangible et concrète, de dire, bah, telle zone du cerveau qui est impactée, à quelque chose qui pouvait parfois paraître un peu flou en disant, notamment peut-être autour des maladies mentales, de dire, bah, avant, historiquement, on parlait de désordre de l'esprit, on parlait de choses comme ça, on disait que les gens, c'était des aliénés. Oui. On a cassé, on n'est plus dans ce monde-là. Aujourd'hui, on est dans un monde rationnel où, on arrive à comprendre, en fait, des dysfonctionnements qui sont avant tout, en fait, des dysfonctionnements, biologiques comme n'importe quelle pathologie. Donc on avance. On avance. Un autre sujet qui intéresse le grand public, c'est, tout ce qui concerne la durée de vie. Est-ce qu'on va finir par être, immortel? Est-ce que la science va dans ce sens? Mais c'est vrai qu'il y a Brian Johnson qui a beaucoup popularisé, tout ce sujet, mais au-delà de ça, hem, au-delà du côté un peu chaud et un peu, voire un peu, extrême parfois, qu'on peut voir, heu, il y a aussi des solutions qui sont hyper pragmatiques. Par exemple, la longévité, ça englobe énormément de choses. Dans la longévité, on peut, englober par exemple tout ce qui est maladies, neurodégénératives liées à la démence, comme la maladie d'Alzheimer ou de Parkinson. On sait aujourd'hui que, quand on la diagnostique, en fait, la maladie, elle a commencé 20 ans plus tôt. On le sait, la science, elle est assez claire. Donc normalement, on pourrait trouver des façons de pouvoir prendre en charge la maladie. Maintenant, il y a un médicament qui est sur le marché, dans la maladie d'Alzheimer, pour pouvoir traiter les gens plus tôt, pour ralentir les symptômes de la maladie. Bon, ben, là, on n'est pas dans, côté, fantasque et longévité, mais on est sur des solutions, pragmatiques et qui, pour le coup, permettent de vivre plus longtemps avec une meilleure qualité de vie et pouvoir profiter pleinement, bah, même de ces dernières années de vie. Donc grâce à toutes ces startups, on avance et c'est le message un peu de ce podcast, quoi. Finalement, toutes ces innovations servent la société et vont rendre nos vies, meilleures, disons. Complètement. Est-ce que là-dedans, il y a des choses qui te font, peur? Est-ce qu'il y a tu vois des fois des innovations que tu te dis: «Ouh là,
Là, on va peut-être un petit peu loin. Bah, je pense il peut avoir des dérives sur, justement, en santé, il y a une réglementation qui est là pour encadrer, ce qu'on va utiliser Ouais. pour la santé et toutes les solutions qui vont, faire le choix de pas, se conformer à ces réglementations et de vendre parfois des solutions en direct. Parfois, il y en a qui sont sérieuses et qui, en parallèle, continuent de faire leurs essais cliniques. C'est juste un go to market, accéléré. Et il y en a d'autres, c'est plus une façon, en fait, de contourner la réglementation parce que, elles ont pas le niveau de preuve qui est attendu et c'est là où, pour le coup, ça peut être plus dangereux. On parle de vraiment de solutions, de peut-être médicaments et cetera. Est-ce qu'à un moment donné, on ne doit pas aussi se dire que, tous ces problèmes liés au cerveau, ces maladies et cetera, on peut penser même à l'anxiété, ce genre de choses. Est-ce qu'à un moment donné, on ne doit pas se remettre en question et remettre en question notre mode de vie? Absolument. Dans le cadre de notre fonds ECA, on organise des soirées où, on invite nos LP, et on fait participer un chercheur qui présente ses travaux pour que les LP puissent un peu, justement, mieux comprendre, ce secteur-là. Et récemment, on a organisé un événement où, un chercheur présentait que, hem, l'impact du lieu de vie, donc urbain versus rural, heu, allait avoir un impact plus fort sur la survenue de la schizophrénie, comparé à, le volet génétique, par exemple. OK. Donc en ville, il y a une proportion de personnes atteintes de schizophrénie qui est, extrêmement élevée comparé au côté rural et ils n'arrivent pas aujourd'hui là, c'est des statistiques, c'est ce qu'on arrive à voir d'un point de vue à la fois cartographie et statistique. Mais, c'est ce qui est certain, c'est que c'est multifactoriel. C'est que c'est l'environnement, et le contexte dans lequel va évoluer la personne qui va accélérer la survenue de la maladie. Donc complètement, nos modes de vie et comme dans toute maladie, mais c'est aussi vrai en santé mentale, vont impacter, la survenue de maladie. En VC, on investit surtout sur des entrepreneurs, surtout en early stage. Est-ce que du coup, avec la connaissance du cerveau humain, on peut imaginer qu'un jour on analyse le cerveau d'un entrepreneur et que ça puisse rassurer un investisseur sur le fait d'investir dans le projet? Analyser le cerveau, je sais pas jusqu'où, honnêtement, je sais pas s'il serait d'accord surtout. C'est vrai? C'est parce que C'est une autre question. ça peut paraître bizarre, mais nous, pour essayer d'objectiver tout ça, comme justement on est des investisseurs early stage et que c'est inhérent, enfin à l'activité d'avant tout investir dans une équipe, on utilise, des questionnaires qui permettent de voir un peu les forces naturelles et les forces développées, avec l'expérience des entrepreneurs et surtout de voir entre eux, les entrepreneurs, leur complémentarité, Mmh. leurs forces et leurs faiblesses en équipe et pour à la fois, comprendre comment fonctionne l'équipe, comment nous on va pouvoir travailler avec eux et aussi derrière, les accompagner dans le recrutement pour trouver les profils qui vont, aussi être les plus complémentaires par rapport à leur profil. Donc on y est déjà un petit peu en En tout cas, on essaie d'arriver avec une approche, objective et pas justement une sensation qu'on peut avoir nous, sur tous ces éléments de personnalité qui sont hyper importants, et de forces et faiblesses, qui sont hyper importants, sur leur listage comme tu disais, ouais. on parle de start-up et de santé, et plus particulièrement du cerveau. Est-ce que toi, il y a un critère, une chose qui peut te convaincre ou au contraire te freiner quand tu découvres une nouvelle start-up? Je pense qu'en santé, il y a, une organisation qui est hyper particulière parce qu'on est donc tout le temps dans cette organisation tripartite avec d'un côté les patients, les professionnels de santé qui sont souvent les utilisateurs et derrière le système, les payeurs, que ce soit l'État ou les assurances. Et aujourd'hui, si on veut qu'une solution soit pérenne, il faut qu'on arrive à ce que tout le monde y trouve son compte, qu'on soit dans le win-win-win-win. Heu et heu et je pense c'est ça la difficulté, c'est que bien souvent, on a un entrepreneur qui veut résoudre le problème pour le patient, heu et on a tous envie. Il y a pas de problème par rapport à ça. Mais, si on veut que la solution soit pérenne, faut qu'elle soit adoptée aussi par les professionnels de santé, acceptée, qu'ils aient envie de l'utiliser et à la fin, il faut que niveau, justement, comme on disait, médico-économique, comme, on a un budget qui est fixe, aussi que le système et que la société, elle y trouve son compte à un moment. Et donc ça, c'est je pense le challenge principal, surtout en early stage des entrepreneurs, d'arriver à montrer que leur solution, elle peut fonctionner et qu'en plus, elle va aider un peu, tout le monde dans cette chaîne de valeur. Faut aligner les intérêts de chacun finalement. Et ça, pour moi, je pense que c'est vraiment clé.
et aussi bien s'entourer. Comme on disait, la recherche, elle est internationale. Donc nous, enfin, souvent, ce qu'on va regarder, c'est aussi, bah, est-ce que tôt dans l'aventure, il y a des advisors, il y a des, donc on dit en santé, on dit les KOL, Key Opinion Leaders, on l'utilise aussi parfois dans d'autres secteurs, mais ça vient surtout de la santé. Donc les leaders d'opinion qui vont direct croire dans la solution. Clairement, ça, c'est des signaux hyper forts parce que eux derrière, c'est eux qui vont évangéliser aussi tous les autres professionnels de santé. Faire un peu du lobbying, en fait. En quelque sorte, mais du lobbying dans le bon sens du terme, pour dire, bah, c'est une société, enfin, c'est une solution qui va répondre à notre besoin, nous, en tant que praticiens, et lui qui va être l'ambassadeur de la solution. Donc ça, pour nous, c'est un message qui, tôt, peut être déjà assez fort. Est-ce que c'est plus risqué d'investir dans une start-up, liée à la santé, peut-être du cerveau, disons, ou dans une start-up, liée à l'IA, un SaaS B2B, IA? Ma question sous-jacente, c'est de se dire, quand tu travailles sur l'étude d'un dossier, santé, bah, tu as des études cliniques, tu as des études et tu peux te reposer sur de la science. Ouais. Bah, en fait, je pense que je sais pas si c'est plus risqué, mais je pense que c'est juste que le risque, il est différent et il peut être à à des endroits différents. Mais à la fin, en fait, derrière, les études cliniques ou toutes les choses qui peuvent paraître compliquées en santé, on a un produit qui doit répondre à un besoin, à la fois de l'utilisateur et avec ce système tripartite comme on disait et si à un moment on devient indispensable, pour le système, pour la prise en charge du patient, pour le médecin, bah, normalement, ça fonctionne. Donc, on retombe quand même sur des bases communes avec n'importe quelle société. Les fondamentaux, ils restent là et donc nous, je pense qu'enfin, on se pousse à quand même rester toujours sur nos fondamentaux, et c'est comme ça qu'on arrive à avoir une conviction. OK. Dernière question sur le côté, investissement en start-up. Heu, dans la balance, toi, quand tu analyses un dossier, c'est plus l'entrepreneur, les études, cliniques qui vont influencer, ta décision? Je pense que l'entrepreneur, c'est toujours, Même c'est en santé? même en santé, en early stage, ça reste quand même hyper important. Heu, après, c'est important qu'il y ait une certaine solidité derrière sur le produit. Mais je dirais un entrepreneur, qui a des résultats solides, cliniques, mais qui ne sait pas quoi en faire et qui a pas trouvé son go to market, ben, on va quand même être coincé à la fin. Alors qu'un entrepreneur, qui a cette fibre, qui a des résultats et qui arrive, et derrière, c'est ça qui va nous permettre de voir celui qui va trouver son bon go to market et c'est quand même ça la clé, à la fin de la journée. Très bien. Merci beaucoup pour, toutes ces réponses. C'était vraiment, hyper intéressant. Ça change de ce qu'on entend, d'habitude dans le podcast. Heu, Très technique et c'est vraiment, apprécié. Pour conclure, j'aimerais te demander, bah, voilà, quels sont un peu les prochains objectifs, pour Newfound et pour Eka? Donc pour Eka, on avait fait un 1 closing, du fonds. On a commencé à déployer, on a fait 8 investissements. Donc là, on va annoncer en fait, à Q1, donc 2026, le dernier closing et le lancement officiel du fonds. Donc et on va pouvoir, se mettre, continuer de déployer et d'investir dans les entrepreneurs. L'ambition, c'est d'arriver à un portefeuille d'environ 20-25 entrepreneurs, enfin start-up. Donc voilà, là, l'objectif court terme, c'est de lancer officiellement et de déployer. Et toi, plus personnellement, heu, quelle serait ta place dans l'écosystème pour les, 3-4 prochaines années? Je pense qu'avec le VC, on a de la chance de jamais arriver un peu au bout du game, si je peux le dire comme ça. Donc c'est juste continuer de travailler avec les entrepreneurs, essayer d'apporter de la valeur au maximum, hem et heu et accompagner, bah, dans leur développement tout simplement. Trop bien. Merci beaucoup Constant pour, cette participation à notre podcast. C'était vraiment un plaisir, j'ai beaucoup appris et donc, j'espère qu'on se recroisera, au cours de Pitch Session et au cours de d'autres événements, VC. Merci à toi, À bientôt. à bientôt.